1883, du Zambèze à la Corrèze, une seule langue mondiale. Où avez-vous appris la langue de Molière? À l'Alliance française, bien sûr, aurait répondu Ernesto Guevara en janvier 1959 à l'ambassadeur de France impressionné par l'excellente maîtrise linguistique du tché, lequel, apprenant que les guérilleros avaient sur ordre de Fidel Castro fermé la grande alliance française de la Havane, ordonne sa réouverture dès le lendemain matin. Après tout, même les bolcheviks avaient épargné l'alliance de Moscou en 1921. Langue des Lumières et de l'émancipation, le français l'est assurément dans l'esprit des révolutionnaires. Tel le jeune Raphaël Guillaine, futur sous-commandant Marcos, venu à Paris en 1977 pour suivre les cours de l'Alliance française, avant de goûter à ceux de Louis Althusser et Michel Foucault. Ils auraient sans doute été confondus d'apprendre l'origine impérialiste de cette vénérable institution, fondée à Paris le 21 juillet 1883, sous le nom de l'Alliance française pour la propagation de la langue française dans les colonies et à l'étranger. L'Alliance française, calquée sur le modèle de l'Alliance israélite universelle, très active en Tunisie depuis 1878, prend la forme d'une association financée en partie par l'État et constituée de comités locaux de bénévoles qui organisent des réunions et des conférences pour faire connaître les mérites de la langue française, crée et subventionne des bibliothèques et des écoles afin de multiplier les amis de la France. En 1884, un obscur maître de conférence à l'université de Toulouse rappelle la raison d'être de l'association. L'Alliance a bien raison de songer avant tout à la diffusion de notre langue. Nos colonies ne seront françaises d'intelligence et de cœur que quand elles comprendront un peu le français. Pour la France surtout, la langue est l'instrument nécessaire de la colonisation. L'immigration n'est pas abondante chez nous, comme en Angleterre et en Allemagne, et on aura beau la favoriser, elle ne sera jamais suffisante pour distribuer sur les vastes territoires de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Annam et du Tonkin des Français qui, par leur seule présence, propagent notre influence et nos idées. Cette hantise du déclin démographique, exprimée ici par Jean Jaurès et partagée par le géographe Onésime Reclus, qui forge le terme de francophonie en 1886 dans France, Algérie et colonie, pour désigner ce nouvel empire linguistique qu'il préconise d'entendre. Car la langue, plus que le commerce ou la race, est le ciment de l'empire, liant la capitale et les périphéries métropolitaines et coloniales. La langue française est parée de toutes les vertus par les élites républicaines qui, à l'instar des nouveaux membres du conseil d'administration de l'Alliance, Ferdinand de Lesseps, Ernest Renan, Louis Pasteur, Jules Verne, Hippolyte Taine, Armand Collin, communient dans une même foi dans cette langue parfaite qui allie précision, clarté et élégance. Jamais on ne déraisonne et jamais on n'équivoque quand on parle français, s'exclame sans sourciller Jules Simon en 1888 devant un parterre de notables conquis. Les philologues réinventent alors la langue nationale en lui attribuant une origine autochtone, parisienne plus précisément, berceau du francien. La supériorité du français, lieu commun de la fin du siècle, était exaltée 20 ans auparavant par Victor Hugo dans son William Shakespeare. À quoi, chez tous les peuples, reconnaît-on l'intelligence? À ce signe, parler français. Si le français est jusqu'à la fin du XIXe siècle l'apanage d'une partie des élites mondiales, parle-t-on pour autant cette langue dans toute la France? Rien n'est moins sûr. Dans une conférence à l'école professionnelle de Bordeaux prononcée en 1884, le secrétaire général de l'Alliance rappelle que le combat se mène d'abord en métropole. Sans sortir de France, j'aperçois quelques taches noires. Vers le nord, on parle le flamand. En Bretagne, le bas-breton. Vers les frontières d'Espagne, le basque et le catalan. Dans tout le Midi, divers patois dérivés de l'ancienne Languedoc. Avec les progrès de l'instruction primaire, les taches noires s'effaceront peu à peu. Et l'on peut prévoir le moment où la langue française sera comprise et parlée par tous les Français. La langue devient le symbole et la matrice de l'unité nationale et l'un des principaux axes de la diplomatie culturelle française, comme le rappelle Charles de Gaulle le 30 octobre 1943 à Alger,
à l'occasion du 60e anniversaire de l'association. C'est par de libres rapports spirituels et moraux, établis entre nous-mêmes et les autres, que notre influence culturelle peut s'étendre à l'avantage de tous et qu'inversement peut s'accroître ce que nous valons. Organiser ces rapports, telle fut la raison de naître, telle est la raison de vivre, telle sera la raison de poursuivre de l'Alliance française. Cette francophonie a été portée quotidiennement par les étrangers qui ont animé les comités partout dans le monde et revitalisée dans les années 1960 par le Cambodgien Norodom Sihanouk, le Tunisien Habib Bourguiba, le Nigérien Amani Diori et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Le français, véritable butin de guerre des anciens colonisés, est alors devenu une des principales langues du continent africain. Merci beaucoup à Anna-Maria Haddad Zavadinac qui est venue spécialement de Marseille pour nous lire ces 5 minutes de la date 1883 qui va céder sa place à l'auteur de cette date, Pierre Singaravelou, qui est à la fois donc l'historien qui a rédigé cette date et par ailleurs l'un des coordinateurs de l'histoire mondiale de la France. Bonjour Pierre Singaravelou, vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour quelques jours encore, avant de vous eurostariser vers Londres dans un prestigieux établissement d'enseignement supérieur. Parmi vos nombreux ouvrages, on peut citer Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation, au Seuil, mais aussi la direction d'une copieuse histoire du monde au XIXe siècle. C'était paru chez Fayard. Il y avait aussi Le Monde vu d'Asie, de nouveau au Seuil, une forme d'histoire cartographique. Pourquoi ce choix de 1883, alors que pour parler de ces années 1880, qui sont structurées par l'expansion coloniale de l'Europe et la projection de la France hors de ses frontières, on aurait pu attendre par exemple 1884 et l'ouverture de la conférence de Berlin où les puissances européennes se partagent l'Afrique. Alors 1883, d'abord c'est l'exemple type d'une date prétexte. Parce qu'en réalité, le 21 juillet 1883, c'est un non-événement. Sur le moment, personne ne s'en aperçoit. Il s'agit de quelques notables qui se réunissent pour essayer de régler le problème qui se pose depuis un peu plus d'1 an, depuis que les Français se sont appropriés le protectorat de Tunisie, et qu'ils se sont aperçus que sur place, comme dans beaucoup d'autres colonies françaises, les ressortissants français étaient minoritaires par rapport aux autres Européens. Et là, en l'occurrence en Tunisie, c'est pour lutter contre l'influence des Italiens que ces notables de confession juive, protestante, des catholiques, se réunissent pour fonder cette nouvelle association qui aura ensuite un destin particulier. Alors j'ai choisi cette date parce que elle nous permet de parler de plusieurs choses. D'abord, elle nous permet d'aborder cette question de la langue française. Et donc ce paradoxe qui est apparu... sans doute qui vous est apparu, j'espère, à la lecture de cet article, c'est-à-dire que la langue française est, à la fin du XIXe siècle, la langue d'une grande partie des élites en Europe, en Russie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, des élites qui pratiquent cette langue, qui l'apprennent à l'école. C'est la langue de la science, la langue de l'amour, la langue de la littérature classique du XVIIe, XVIIIe siècle. Et en même temps, cette langue française, jusqu'au milieu du XIXe siècle, une partie des habitants de la France ne la pratique pas. Ne la pratique pas. Ça n'est que dans la seconde moitié du XIXe siècle les Français, et notamment les zones dites périphériques, la Bretagne, le sud-ouest, toute l'Occitanie, l'est de la France, va s'approprier cette langue à travers... D'abord les lois Guizot 1833, les lois Fallou dans les années 1850, et puis ce sont les lois Ferry qui, en instaurant l'éducation gratuite et obligatoire, c'est le service militaire, c'est la Troisième République avec le service militaire universel, et puis le développement des chemins de fer, la création d'un marché véritablement unifié en France qui va permettre cette diffusion de la langue française telle qu'on la connaît dans l'ensemble du territoire au tournant du 19e et du 20e siècle. Donc c'est une date importante. Enfin, la date n'est pas importante, le phénomène est important parce qu'en fait, il nous permet de comprendre la lente et progressive construction de l'État-nation France. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à admettre. Disons qu'un certain nombre de polémistes ont du mal à admettre, c'est que la France existe certes depuis longtemps, comme État,
comme entité politique, mais l'État-nation français, c'est-à-dire le fait que la majeure partie des habitants de ce pays se définissent comme français, partagent ce sentiment d'appartenance à un même État-nation, à une même communauté politique, à travers notamment la pratique d'une même langue, eh bien c'est un phénomène très récent, précisément, qui s'opère et parachevé dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Et en quoi alors, à la fois cette nationalisation de la langue française à l'intérieur des frontières et cette projection en dehors est dépendante est fille de la défaite face à la Prusse en 1871. Jusqu'à quel point on peut dire ça? Alors, oui, disons que ça a été un grand thème de l'historiographie, cette crise allemande de la pensée française, cette importance de la défaite de 1870. Peut-être que vous en avez parlé hier avec Quentin de Luyermoz, qui est spécialiste de la commune. Il se trouve qu'à l'échelle globale, à l'échelle du monde, ça ne joue pas sans doute un rôle aussi déterminant. Ce qui est important pour nous dans ces années 1880-1890, c'est qu'on observe un renouveau de l'expansion impériale partout en Europe, et qu'en fait il n'y a pas là de singularité française. Donc, en l'occurrence, l'impact de la crise de 70 sur un changement, une inflexion de la politique coloniale française, je pense, est à relativiser de ce point de vue, puisqu'on retrouve la même politique expansionniste en Grande-Bretagne, en Allemagne, et puis bientôt en Italie, dans le reste de l'Europe, et puis ne l'oublions pas, aux États-Unis et bientôt au Japon. Il y a une autre date dans l'histoire mondiale de la France, c'est 1539, qui est consacrée, d'ailleurs rédigée par Patrick Boucheron, consacrée à l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui prône l'usage de la langue du roi pour dire la norme et le droit, et dans laquelle Patrick Boucheron écrit qu'au fond, cette ordonnance, elle porte une conception plus impériale que nationale de l'expansion linguistique. Est-ce que ça signifie, et vous nous dites que quand même l'Alliance française, qui est une vénérable institution, au fond, c'est quand même une institution impériale. Ça pose quand même du coup cette question de est-ce que ce soit au XVIe ou au XIXe siècle, la langue française aurait quelque chose d'impérial, d'impérialiste question subsidiaire, on a vu à quel point les projets d'Emmanuel Macron de refonder la francophonie ont été accusés de postcolonialisme. Est-ce que donc la langue française porterait quelque chose d'intrinsèquement impérialiste? Alors, bon, je pense qu'il faut évidemment se méfier d'une essence impériale ou impérialiste de telle ou telle langue. Ce qui est intéressant, c'est que la langue française, de par son implantation, je l'ai dit tout à l'heure, un peu partout dans le monde, au sein des élites, disons au XIXe siècle et jusqu'à la fin du XIXe siècle, de par son statut de langue diplomatique depuis le traité d'Utrecht en 1713 et jusqu'en fait à la Première Guerre mondiale, joue un rôle spécifique. Elle joue un rôle spécifique et les Français vont tenter de la diffuser dans le monde entier. Et c'est intéressant parce que vous avez dit, oui, la dimension impériale, c'est précisément cela, c'est-à-dire que l'Alliance française travaille autant dans les provinces françaises à promouvoir cette langue qu'à l'étranger et dans les colonies. Et il se trouve que l'Alliance française, en dépit de ses origines coloniales, eh bien, va échouer dans ce projet de diffusion de la langue française dans les colonies. Elle va échouer au même titre que l'école française, c'est-à-dire les écoles primaires et les collèges français, contrairement à ce qu'on a pu soit apprendre à l'école en répétant un peu le discours officiel des colonisateurs français sur eux-mêmes, eh bien, les écoles françaises n'ont jamais scolarisé plus de 10% des enfants dans chaque colonie. Et la plupart du temps, il s'agissait en grande partie des enfants de colons. Donc, en fait, cette diffusion de la langue française, elle va s'opérer véritablement dans les pays colonisés uniquement au lendemain de la décolonisation. Cette infime minorité de colonisés qu'on appelait les évolués à l'époque de la colonisation, qui ont appris la langue française à l'école, qui vont décider en Afrique subsaharienne, par exemple, eh bien, de démocratiser l'apprentissage de cette langue. Et donc on observe ce paradoxe assez étonnant d'une diffusion de la langue française uniquement après les indépendances
dans l'Afrique qui va devenir francophone à partir de ce moment-là. Et alors, pour revenir au moment 1883, même si vous dites bien que c'est au fond une date prétexte, comment est-ce qu'on explique ce que vous montrez dans le texte, mais dont on a entendu des extraits, mais pas tous, que cette expansion linguistique, elle soit portée alors non seulement par les républicains, dont on sait le rôle qu'ils ont eu dans la colonisation, dans les colonies françaises depuis Jules Ferry, mais aussi par alors des socialistes, même si voilà, vous citez Jaurès, mais il n'est pas encore la personne qu'on connaîtra, mais qui estime que pour la France, la langue est l'instrument nécessaire de la colonisation. Qu'est-ce qu'il en est des anarchistes? Vous citez Onésime Reclus, qui est le frère d'Élisée Reclus, géographe anarchiste, qui est en fait l'inventeur du mot francophonie. Est-ce que cette idée qu'il faut projeter la langue française et derrière la puissance française, elle est partagée par tous les bords de l'échiquier politique, ou est-ce qu'il y a quand même quelques réticences à comme ça vouloir imposer la langue? Alors, il y a, vous avez raison de préciser, il y a des divergences au sein de ces élites françaises. Le consensus s'effectue sur la nécessité du projet colonial. Ils partagent tous cette idée qu'il existe une mission civilisatrice de la République française à l'endroit de l'ensemble des populations du globe, et notamment des populations colonisées, des populations autochtones d'Afrique et d'Asie. Alors, certains considèrent qu'il faut promouvoir davantage la langue française, d'autres pensent que ça n'est pas une priorité. Ils vont s'entendre, au fond, sur une option intermédiaire, qui est celle de la plupart des acteurs, à la fois sur le terrain et à Paris, au sein du gouvernement, c'est-à-dire dispenser des rudiments de langue française. Il ne s'agit pas d'enseigner la littérature française, mais il s'agit de pouvoir promouvoir, favoriser l'émergence d'une classe d'intermédiaires autochtones qui constitueront des agents très utiles dans le développement de l'œuvre coloniale, des futurs instituteurs autochtones, des infirmières, mais aussi plus largement des agents dans l'administration coloniale, mais qui ne remettront pas en cause, in fine, la pertinence, la légitimité de la domination exercée par la France dans ces territoires. Est-ce qu'on peut repérer des effets retour? Parce qu'on se dit que quand une langue se projette à l'extérieur, forcément, elle va évoluer dans sa forme, son vocabulaire, sa grammaire. Et question subsidiaire, est-ce qu'on peut voir des corrélations entre une évolution d'une langue et des moments soit d'expansion coloniale, soit d'immigration à l'inverse, quoi? Est-ce qu'on peut repérer ces effets retour? Parce que voilà, on se dit forcément que sans parler de créolisation, il y a une dialectique. Alors, comme vous dites, d'abord, les phénomènes d'hybridation sont extrêmement nombreux et immédiats. C'est-à-dire que dès l'époque moderne, avec la traite des captifs africains, et puis le commerce au loin en Asie, émergent de nouvelles langues hybrides, les créoles, des créoles très différents aux Antilles, en Afrique occidentale, en Asie avec le pidgin par exemple, qui est la lingua franca, la langue du business en Asie orientale, qui est élaborée par les acteurs à partir des Chinois, de la langue chinoise et de la langue anglaise, par exemple, et qui va jouer un rôle déterminant dans ces interactions, notamment commerciales et puis culturelles. Donc il y a ces créoles qui se développent jusqu'à aujourd'hui, et qui sont encore extrêmement vivaces un peu partout dans le monde. Et puis il y a ces effets retours, comme vous dites, qui ont beaucoup intéressé les historiens en général, en l'occurrence les linguistes, qui ont compté le nombre, par exemple, de mots d'origine indienne dans la langue britannique ou dans la langue française. Je ne sais pas, par exemple, le terme de pillage et le verbe piller provient du bengali, to loot, L2OT, par exemple. Et donc on voit bien, c'est intéressant de retracer l'origine de ce terme et sa diffusion. Donc il y a tout un tas, évidemment, de termes arabes dans la langue française. Également, maintenant c'est une évidence parce que avec la transformation de la langue française en cette fin de 20e et de ce début de 21e siècle,
qui s'est véritablement mondialisé, les chercheurs s'intéressent de plus en plus évidemment à ces phénomènes d'hybridation. Et là, vous parlez du cas britannique. L'Alliance française, est-ce que c'est une spécificité nationale? Est-ce que la manière dont, vous dites bien au fond, voilà, il n'y a pas que la France vaincue par la Prusse en 1871 qui commence une expansion hors de l'Europe, tous les pays européens s'y mettent dans ces années-là. Est-ce que le rapport à la projection de la langue est le même dans tous les pays européens, enfin, et notamment Allemagne, Grande-Bretagne et France? Oui, alors c'est pas exactement le même, mais disons qu'on retrouve dans ce contexte de véritable guerre des langues à la fin du XIXe siècle, une volonté commune de promouvoir sa propre langue, donc avec le développement souvent d'institutions, le British Council, le Goethe Institute, l'Institut Cervantes, donc Goethe Institute pour la langue allemande, l'Institut Cervantes pour l'espagnol, de promouvoir, d'institutionnaliser, pardonnez-moi, cette diffusion, promotion, enseignement de la langue nationale aux quatre coins du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que en réaction à cela, eh bien, il y a quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui, et moi c'était encore très présent dans l'esprit de mes grands-parents par exemple, c'est l'invention des langues construites. Dans les années 1880-90, on élabore en Europe ce qu'on appelle les langues construites, c'est-à-dire des langues inventées de toutes pièces, par exemple l'espéranto ou le volapük. Mais il y a eu tout un tas d'autres expériences, des langues musicales par exemple, qui ont comme point commun d'être des langues universelles, qui s'inspirent des différentes langues du monde, pour constituer de véritables lingua franca entre toutes les populations du monde. Bon. Et ces projets de langue construite connaissent un véritable succès en cette fin de 19e, au point que je vous dis, moi dans les années 80, 1980, j'entendais mes grands-parents en parler, de ce projet de l'espéranto. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus vraiment d'actualité, ça reviendra peut-être, mais disons qu'il y a aussi en réaction à cette promotion plus ou moins nationaliste des langues, des projets de langue universelle. Et on voit quand même jusqu'à aujourd'hui, vous avez été, l'histoire mondiale de la France a notamment été attaquée par certains académiciens, à quel point une part de l'identité française essentielle se jouerait dans la langue, et que dès qu'on y touche, pour certains académiciens, ça y est, on attaque la nation elle-même. Est-ce que ce lien politique entre une langue et une nation est quand même spécifique à la France? Alors disons que peut-être que le discours sur le lien spécifique entre la langue et la nation est particulièrement exacerbé et intense en France. Mais on retrouve ce lien dans toutes les régions du monde. Alors pas forcément dans tous les pays du monde, parce qu'il y a toute une série de pays où il existe plusieurs langues nationales, et parfois de très nombreuses langues nationales. Ça n'a aucun sens d'adopter le même raisonnement, par exemple, dans un cadre fédéral qui est celui de l'Union indienne, où il existe deux grandes langues nationales, l'anglais et le hindi, et puis une vingtaine de très grandes langues dites régionales, mais qui sont en fait des langues qui concernent des dizaines de millions de locuteurs, pas seulement en Inde, mais dans les diasporas, comme le tamoul, le gujarati, le bengali, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que le rapport à la langue est le même, mais à une échelle différente, c'est-à-dire à l'échelle d'une province, à l'échelle d'une région. Voilà, donc ça c'est quand même l'un des objectifs de l'histoire globale, c'est précisément de nuancer ce type de vision exceptionnaliste, précisément en effectuant des comparaisons. Est-ce que, et ce sera ma dernière question avant de faire rentrer Patrick Boucheron dans une discussion, la langue française est restée un pivot, vous diriez, quand même de la diplomatie après l'ère des décolonisations? Oui, incontestablement, c'est un pivot de la diplomatie, dans la mesure où ça reste une des principales langues diplomatiques, avec l'anglais, y compris après la Première Guerre mondiale, qui marque la fin du monopole français comme langue diplomatique. Il suffit en fait d'observer ce réseau des alliances françaises, qui est le réseau culturel, sans doute l'un des réseaux culturels les plus importants au monde, en termes de diversité, de nombre d'instituts et de pays concernés. Et ça concerne aussi également le réseau diplomatique français, qui est l'un des plus importants au monde.
Alors je vous propose qu'on accueille Patrick Boucheron sur cette coursive de l'Université d'Avignon, pour le moment la pluie menace, mais n'est toujours pas tombée, afin un peu de mener là une discussion critique sur ce que peut recouvrir cette notion d'histoire mondiale, et savoir aussi surtout si la France s'y prête davantage ou mieux que d'autres entités. Patrick Boucheron, bonjour, professeur au Collège de France, directeur donc de l'histoire mondiale de la France, qui a signé notamment au début de cette année La Trace et Laura, consacrée aux vies posthumes d'Ambroise de Milan. C'est publié au Seuil, tout ça. Alors, l'histoire mondiale, pour un néophyte, ça semble quelque chose d'assez structuré. Et en même temps, je suis obligé de citer un autre professeur au Collège de France, Sanjay Subrahmanyam, qui a déclaré que vous étiez auto-institué grand mamamouchi de l'histoire mondiale. Est-ce que c'est des rivalités emportement personnel, ou est-ce qu'il y a des camps constitués dans l'histoire mondiale que le néophyte, justement, ne perçoit pas ? Dans ce cas-là, je suis moi-même néophyte, parce que très honnêtement, je ne les perçois pas. Pour être juste avec Sanjay Subrahmanyam, c'est un propos qui lui a été prêté, je ne suis pas absolument certain, dans le Figaro, qui était essentiellement un texte contre Christiane Taubira, donc je ne suis pas absolument persuadé qu'il l'ait dit comme ça, et puis contre ce livre qui manifestement ne lui a pas plu, mais après tout, il a le droit de ne pas aimer les endroits où il n'est pas invité. Il a dit un peu tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il a dit à la fois que nous étions crypto-nationalistes, ce qui est assez étrange, et puis aussi les porteurs, je crois, d'une bonne conscience mondialiste. Donc effectivement, il y a là une hésitation qui, moi, ne m'intéresse pas beaucoup, parce que ne m'intéressent pas beaucoup les querelles de chapelle, d'appartenance, de légitimité et de label. Et voilà pourquoi, dans cette introduction si brève, trop brève peut-être, que j'ai signée, qui n'est pas une introduction, qui est une ouverture, qui n'avait pas d'autre ambition, au fond, que d'être insuffisante, c'est-à-dire d'être pour notamment les journalistes et les lecteurs professionnels, insatisfaisante, les obligeant au fond à la traverser, et voilà pourquoi elle s'appelait ouverture, la traverser pour aller voir ce qu'il y a vraiment dans ce livre. Tant il est vrai que nous pensons que l'histoire est comme la guerre pour Napoléon, un art tout entier d'exécution. Bon. Donc c'est vrai que si nous avions souhaité au fond consolider nos positions, si nous avions, comme certains de nos détracteurs, les arrière-pensées qu'ils nous prêtent, c'est-à-dire des arrière-pensées d'hégémonie politique ou académique, nous aurions davantage sécuriser les abords, pour parler comme les gendarmes cette fois-ci, et pas comme les soldats napoléoniens. C'est-à-dire nous aurions fait une introduction un peu plus robuste, un peu plus constituée sur le plan historiographique, où on se serait déterminé par rapport à tous ces labels, histoire globale, histoire mondiale, histoire connectée, histoire transnationale. On n'a pas voulu le faire. Ce en quoi, effectivement, je ne le regrette pas, mais j'en observe effectivement les effets. C'est-à-dire que les critiques peuvent s'adresser, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais précisément du fait que notre position historiographique n'était pas figée par avance, mais tout au contraire se voulait ouverte. Là encore, le terme d'ouverture pouvait s'entendre de différentes manières, formelles, mais aussi éthiques, ouverte à différents courants historiographiques. Alors que quelques gouttes commencent à arriver, et que donc on peut vous accueillir debout sur cette coursive, mais bon, si c'est pas encore trop fort, je vous conseille quand même de rester là. Une fois qu'on a déminé ce qui était de la part de la polémique et ce qui est la part des labels inintéressants, est-ce que quand même vous pouvez nous dire, Pierre Singaravelou, si histoire connectée, histoire à parts égales, histoire mondiale, global history, c'est la même chose, ou il y a quand même des manières d'écrire l'histoire qui se dessinent derrière ces termes? Bon, alors, en fait, moi, je partage ce que vient de dire Patrick Boucheron sur le caractère artificiel des labels historiographiques qui servent bien souvent à distribuer les bons et les mauvais points aux collègues.
Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a un certain nombre de points communs entre ces approches. Moi, c'est ce qui m'intéresse, et je pense que c'est ce qui nous a intéressés dans l'histoire mondiale de la France, c'est qu'elles se focalisent toutes, à leur façon, sur les interactions, les circulations entre les différentes régions du monde. L'histoire mondiale, disons, a aujourd'hui peut-être un peu mauvaise presse dans son acception anglophone, la World History, c'est-à-dire une histoire un peu macro, surplombante, hors sol, désincarnée. Bon, et il se trouve qu'on voit bien qu'on a repris cette étiquette-là pour en faire quelque chose d'autre dans l'histoire mondiale de la France. Hein. L'histoire globale avait à l'origine, disons, pour vocation d'étudier la mondialisation, c'est-à-dire l'histoire des interactions et des interconnexions croissantes entre les différentes régions du monde. C'est une histoire qui est passionnante. On voit bien que si on en reste là, c'est une histoire qui est téléologique, qui a pour but, au fond, eh bien, de justifier le monde tel qu'il serait aujourd'hui, un monde totalement globalisé, et donc une espèce de vision irénique de cette mondialisation. Bon, et donc aujourd'hui, heureusement, l'histoire globale recouvre toute une série de courants sur lesquels on pourra revenir si vous voulez, mais qui sont l'histoire impériale, les colonial studies, et donc cette histoire connectée, cette histoire à part égale dont vous venez de parler, c'est-à-dire une approche, disons, par le bas, qui s'inspire de la micro-histoire, dans le sillage de Serge Gruzynski, de Sanjay Subramaniam dont on vient de parler, aussi de Romain Bertrand qui l'a illustré à travers cette histoire à part égale, et son livre éponyme. C'est une histoire qui est à la fois très attentive aux circulations individuelles des acteurs. C'est pourquoi c'est une histoire qui s'est développée surtout concernant l'époque moderne, à la circulation des acteurs, à leur évolution dans les différents univers sociaux qu'ils traversent, et donc avec cette volonté de restituer l'étrangeté de ces mondes sociaux, leur diversité, leur complexité. Donc une attention particulière aux sources qui en fait s'apparente à la tradition orientaliste. Et donc de ce point de vue, ça n'a évidemment rien de révolutionnaire, parce que si vous dites à un orientaliste ou un africaniste qu'il faut tenter de restituer les historicités autochtones, c'est-à-dire la façon dont, eh bien, je sais pas moi, un Soninké ou un Chinois de la région de Shanghai conçoit le temps, son rapport au temps, au passé, au présent, au futur. Eh bien, si vous expliquez cela à un africaniste ou un orientaliste, il vous dira que c'est une évidence, c'est le cœur de son travail. Et donc, ces spécialistes de l'histoire connectée, eh bien, ont eu, disons, le mérite, le grand mérite, eh bien, de connecter précisément ces historiographies orientalistes avec les historiens généralistes, et notamment, ils ont eu le mérite de l'appliquer à une situation très particulière qu'on ne peut pas extrapoler, qui est la situation de premier contact, la situation de rencontre. Voilà. Premier contact, rencontre, c'est effectivement ce sont des programmes, l'histoire connectée ou l'histoire à parts égales, ou même l'histoire, les histoires connectées de Sanjay Subramaniam et Serge Gruzynski. Ce sont des programmes historiographiques qui sont assez coûteux d'ailleurs en termes d'organisation de la recherche, parce qu'il y faut beaucoup de travail, une exploitation intense je dirais, de situations documentées, situées en plusieurs langues. Donc c'est une spécialité, c'est pas la mienne par exemple. Donc ça n'a pas de sens de dire que nous voudrions au fond gouverner ce champ. Ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord rendre compte au fond des évolutions de l'historiographie en langue française. Pas l'historiographie française, parce que peu importe au fond sa carte d'identité, mais en langue française. C'est pour ça que, d'une certaine manière, aux attaques, nous répondions fort peu, sauf lorsque d'autres que nous étaient attaqués. Quand, par exemple, Sanjay Subramaniam disait, mais il le dit souvent, que l'histoire coloniale ne compte pour rien en France, que les Français n'ont jamais
fait d'histoire coloniale, et d'ailleurs qu'il n'y a pas d'histoire coloniale dans l'histoire mondiale de la France, là nous avons répondu. Nous avons demandé un droit de réponse parce que c'est factuellement inexact. Il disait aussi qu'il n'y avait jamais eu de chaire d'histoire coloniale au Collège de France, et mon éminent collègue Pierre Saint-Garavelou a consacré une thèse, je crois, à ces chaires qui étaient censées ne pas avoir existé. Donc voilà, dès que vraiment ça contrevient de manière trop évidente aux règles élémentaires de notre métier et, je dirais, à l'administration de la preuve, on réagissait. Mais on ne réagissait pas à ces querelles, au fond, de légitimité et de position dans lesquelles je suis navré de vous inviter. Sinon, pour dire ceci, qu'est-ce au fond qu'une révolution historiographique? Moi, je pense que le tournant global des sciences sociales en constitue une de révolution. Si on cherche effectivement à être le gardien de sa boutique, alors on voudra le plus longtemps possible tenir ferme la hampe de ce drapeau. Si au contraire, on considère que en matière de sciences sociales, la victoire est complète lorsque, au fond, on n'en parle plus, lorsque, comme disait Paul Veyne de Foucault, il révolutionne l'histoire. Donc on n'a même plus à s'en revendiquer. C'est fait. Voilà. Et donc moi je ne suis pas du tout, à titre personnel, j'en ai ni les compétences ni l'envie institutionnelle, le grand mamamouchi de l'histoire globale, puisque je ne fais pas d'histoire globale. Mais ce que j'ai cherché à faire, c'est à rendre l'histoire générale contemporaine de cette révolution historiographique. Et l'histoire mondiale de la France, c'est ça. C'est convier à la fois des historiens et historiennes de la France à faire une histoire mondiale de la France, mais aussi, et à parts égales, et ça a été très peu perçu, inviter des historiennes et des historiens d'autres choses que la France, un africaniste à faire l'histoire de la bataille de Poitiers ou un orientaliste à faire l'histoire de la cour de Louis XIV, et aller, au fond, dépayser notre propre histoire. Voilà. Et donc, aller chercher des spécialistes de la France pour faire autre chose que de l'histoire de France, et aller chercher des spécialistes d'autre chose que de la France pour en faire, et ainsi, je dirais, battre les cartes de l'étrangeté et de la familiarité. C'est cela, au fond, qui nous semble, au fond, tenir... être le plus digne, le plus, au fond, fidèle à ce qu'a été véritablement la révolution de l'histoire connectée. Donc une fois qu'on perçoit à la fois les vrais enjeux et ce qui peut être plus des arguments internes au champ historique ou voire au-delà du champ historique, est-ce qu'on peut faire une histoire mondiale de n'importe quelle entité ? Est-ce qu'on pourrait faire, Pierre Saint-Garavelou, une histoire mondiale d'Avignon, une histoire mondiale des habits que vous portez ? Oui, vous avez donné la réponse, madame. Oui, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, tout dépend de ce qu'on appelle l'histoire mondiale. Hein. Encore une fois, là, il ne s'agit pas de label, mais tout simplement de pratique, en fait, de pratique historienne. Et en l'occurrence, on ne conçoit pas l'histoire globale ou l'histoire mondiale uniquement comme, comment dire, l'étude d'un objet monde. Le monde n'est pas seulement entendu, compris, analysé comme objet. Le monde n'est pas seulement étudié par nous comme échelle. Le monde est aussi et surtout même pour nous une expérience. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est le rapport que nous entretenons et que les acteurs, les femmes et les hommes du passé, ont entretenu avec le monde, c'est-à-dire la façon dont tel individu, tel groupe social, telle ville, tel lieu, tel village, par exemple, a été traversé ou non par la mondialité, par le monde, a été travaillé par la mondialisation. Et donc cette histoire du rapport au monde est aussi une histoire des limites de ce rapport au monde. Et c'est une de nos divergences avec cette histoire de la globalisation qui avance tel un bulldozer, hein, univoque, linéaire, progressive. Nous nous intéressons aux limites de ces interactions, de ces circulations, et donc par là même, nous pouvons proposer une histoire mondiale du bibelot, comme une histoire mondiale d'Avignon, comme une histoire mondiale des étudiants. Hein, c'est par définition, cette approche peut s'appliquer à tout, en sachant qu'elle ne produira pas, elle n'induira pas les mêmes effets de connaissance, en fonction des thèmes abordés.
Mais alors, ceci dit, est-ce qu'il y a quand même des territoires, pour rester alors là sur des entités territoriales ou nationales, qui se prêtent plus ou moins bien à une histoire mondiale? Alors, encore une fois, si le monde n'est ni notre objet, ni notre échelle, mais notre souci, au fond, notre effort, notre expérience, comme le dit Pierre Singaravelou, alors tout est disponible pour une histoire mondiale. Mais à, évidemment, ne pas contrôler les effets de cette facilité d'usage, on peut inévitablement dévaler une pente qui est peut-être celle de l'histoire connectée aujourd'hui, qui est de systématiquement privilégier les métissages, les rencontres et les échanges, c'est-à-dire finalement d'adopter le point de vue de l'occidental hyper-connecté sur le monde. Bon. L'histoire de la colonisation et de la décolonisation, on le voit bien malheureusement dans cette coursive qui porte témoignage du travail admirable de l'Aquarius, ce n'est pas d'ouvrir les frontières à la plupart des habitants de la Terre, c'est au contraire de les refermer. Et nous vivons un monde où cette mondialisation théorique, elle multiplie les frontières et elle empêche la circulation de plus en plus d'humains sur la Terre. Donc, au fond, considérer comme un bien en soi, l'ouverture du monde et en avoir une vision si incurablement optimiste, c'est s'enfermer dans un rapport élitiste au monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que, au fond, cette histoire connectée, si elle n'y prend pas garde, elle verse tranquillement vers l'histoire des échanges, des savoirs orientalistes, comme ce que fait aujourd'hui Sanjay Subramanian. Bon, donc, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de considérer qu'une fois qu'on a dit ça, et une fois qu'on tente de contrôler les effets de notre dire, d'en mesurer aussi la portée politique, on doit se poser la question de la spécificité. C'est ce à quoi vous nous invitez. Est-ce que l'histoire mondiale de la France, ça sonne de la même manière que l'histoire mondiale des États-Unis ou l'histoire mondiale de l'Italie? On avait commencé à en parler avec Quentin de Lehermoz hier en évoquant justement les traductions ou les adaptations. Il est certain que dans cette ouverture, qui est une ouverture brève et très peu historiographique, un seul nom d'historien étranger est cité, outre effectivement Michelet, Lucien Febvre, etc., Braudel, c'est Thomas Bender, c'est-à-dire l'historien américain qui a écrit Une nation parmi les nations, je la traduis en français, une histoire transnationale des États-Unis. Et le fait de se référer à cette expérimentation historiographique n'est pas seulement une manière de dire, voilà, la France, au fond, s'est assez tardivement prêtée à cette entreprise transnationale et on va rattraper le retard. Mais au passage, c'est quand même un peu vrai et ça veut dire que ça nous faisait un peu sourire quand on entendait les hauts cris d'indignation de certains, mais aussi quand on entendait l'admiration béate des autres en disant « quelle révolution ». Non, pas du tout. Il y avait vraiment qu'en France qu'on n'écrivait pas ainsi, enfin en tout cas à cette échelle et dans cet encours chronologique, notre histoire nationale. Donc d'une certaine manière, c'est assez banal. Et au fond, comme il ne s'agissait pas de se glorifier, de faire quelque chose que les autres faisaient et que nous, on faisait moins, il s'agissait aussi de comprendre pourquoi on ne l'avait pas fait. Qu'est-ce qui résistait? Et qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait dire que la France est une nation parmi les nations, et en fait, pas tout à fait. Et en fait, il y a quelque chose qui résiste. On le voit bien. Et d'une certaine manière, la réception, aussi asymétrique fut-elle, l'a confirmé. Il y a quelque chose qui résiste à cette idée. Et le livre part aussi à la recherche de ce quelque chose mystérieux que Michelet avait déjà désigné. Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France. Et que, au fond, nous cherchons pas du tout à banaliser, mais au contraire à accentuer.
Et alors vous l'avez dit, mais que vous enseigne la façon dont l'histoire mondiale de la France a été traduite et ou adaptée? Parce qu'en fait, c'est assez différent. Dans quel pays ça a été fait? Comment ça a été fait? Qu'est-ce que ça raconte? Là, c'est l'avantage de se situer 2 ans après la publication, de la manière dont une histoire monde circule dans le monde. Oui, alors pour nous, c'est peut-être une source de bonheur, en fait, cette diffusion de l'histoire mondiale de la France, non pas tant sous la forme de la traduction, parce qu'elle est traduite en Corée, au Japon, en Corée, en Chine, excusez-moi. Et en anglais. Et en anglais, en américain même. Ce qui nous a vraiment touché et intéressé, c'est en fait l'adaptation très rapide du format dans d'autres pays. Très rapidement, au bout de 6 mois, en fait, 6 mois après qu'on ait lancé ce chantier, avant même la parution du livre en langue française, les Italiens s'étaient emparés de ce projet et de ce format, ce qui fait que l'histoire mondiale de l'Italie a paru très rapidement après la version française, et puis ensuite une version histoire mondiale des Pays-Bas, histoire mondiale de la Catalogne, histoire mondiale de la Flandre, histoire mondiale de l'Espagne, etc. Comme ça, une petite dizaine d'adaptations, et d'autres suivront. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, beaucoup de ces adaptations suivent de très près le modèle que nous avons conçu. Y compris graphiquement. Et du point de vue de la réflexivité aussi, par exemple, je pense à par exemple, à l'histoire mondiale de l'Espagne, qui débute avec Atapuerca, qui est donc date 1 200 000 avant notre ère. 1 200 000 avant notre ère, avec ce site d'Atapuerca qui est à côté de Burgos en Espagne, et sur lequel on a découvert des fossiles, et à partir duquel, dans les fin des années 90, années 2000, eh bien, on a considéré que les Espagnols, l'Espagne, était apparue à ce moment-là. Et donc, nos collègues espagnols montrent bien ce processus de reconstruction historique très récente des origines du peuple espagnol et de l'Espagne à ce moment-là, en remontant bien plus en amont que nous, puisque nous, c'était la grotte Chauvet en 34 000 avant notre ère. Et donc, ils nous racontent comment ils ont organisé une grande exposition au Muséum national d'histoire naturelle en 2000, qui était intitulée, je crois, Nos prédécesseurs. Puis ensuite montrer ces fossiles à l'exposition universelle de Séville, etc., etc. Et donc l'histoire mondiale de la Catalogne procède de la même façon. On voit bien qu'il y a là l'histoire mondiale de l'Espagne, l'histoire mondiale de la Catalogne, une compétition évidemment, et qui repose cette question des échelles et cette question de l'instrumentalisation politique, mais qui au fond tend à répondre à votre question sur l'exceptionnalisme français. Parce que au fond, ce sont eux qui nous apportent la réponse. Et je crois que ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que l'histoire mondiale de la Chine, l'histoire mondiale de l'Inde sont à venir. Là, je pense, dans les prochaines années. Parce que chacune de ces nations a vocation à promouvoir ce type d'histoire pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Parce que chacun de ces pays se pense exceptionnel. Se pense exceptionnel dans l'acception d'abord faible du terme, c'est-à-dire particulière. Ça peut être particulier et supérieur aux autres, mais aussi exceptionnel pour certaines, c'est-à-dire possédant elle-même un projet universaliste. La France n'est pas le seul pays au monde à avoir porté un projet universaliste au moment de la Révolution de 1789 et des droits de l'homme. Les États-Unis, comme on le sait, se sont fondés sur cet exceptionnalisme-là. On le voit bien avec le Brexit. Les Anglais ne nous disent rien d'autre avec le Brexit, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a même une association d'historiens qui s'appelle Historians from Britain, qui explique depuis maintenant 3 ans la destinée manifeste de la Grande-Bretagne, qui se fonde sur une identité impériale et un exceptionnalisme insulaire qui prévaut sur l'attachement au vieux continent. Bon, les Indiens, avec Narendra Modi aujourd'hui et le BJP, donc le parti hindouiste, et non pas hindou, c'est-à-dire intégriste, nationaliste hindou, défendent exactement la même idée. Narendra Modi stipendie aujourd'hui un comité d'universitaires professionnels pour démontrer par la génétique et l'archéologie le fait que les premiers habitants de l'Inde sont, là encore, les prédécesseurs directs, non pas des Indiens, mais des hindous, pour marginaliser toutes les autres communautés confessionnelles. Donc on voit bien que cet exceptionnalisme,
au fond, c'est la règle plutôt que l'exception. Et par exemple, en Hongrie, Viktor Orban a supprimé toutes les académies scientifiques pour les remplacer par un seul et même comité d'historiens, là aussi directement stipendié par le pouvoir, à l'étonnante désignation Veritas. Et donc, effectivement, on trouvera partout ce paradis du récit unificateur qu'on nous a, au fond, reproché de mettre en pièces. Parce que ce qui est, au fond, adapté, c'est pas le fait de faire l'histoire mondiale de son pays, ça, on l'a dit. C'est assez banal. C'est de le faire en très longue durée, de commencer par la préhistoire et de le faire par date. Et donc de prendre ce parti non pas le parti de l'étranger, mais le pari de l'étrangeté, c'est-à-dire le parti pris de la discontinuité. Voilà. Et donc c'est ça qui produit des effets. Et la même forme ne produit pas les mêmes effets partout. C'est passionnant. Il y a des questions d'échelle, évidemment. Lorsque on accompagne, comme on l'a fait, la traduction chinoise de l'histoire mondiale de la France, traduction, là on nous dit qu'est-ce que pourrait être l'histoire mondiale de la Chine? L'histoire mondiale de la Chine, c'est la Chine. C'est-à-dire que l'histoire chinoise est elle-même sa propre histoire mondiale, inversement. Donc, au fond, ça nous permet effectivement de vérifier ce qu'on sait déjà. C'est que là, c'est pas comparable. On peut pas considérer effectivement que la France est son propre monde, alors que la Chine a pu estimer qu'elle a longtemps été. Inversement, cette homologie qu'on trouve entre l'histoire mondiale de la France et l'histoire mondiale des Pays-Bas ou l'histoire mondiale du Portugal nous fait atterrir. C'est-à-dire que dans les deux cas, ce sont quand même des petits pays qui ont une histoire plus grande qu'eux-mêmes. Et que tout le monde comprend que faire l'histoire d'Amsterdam, de Spinoza au XVIIe siècle, c'est faire l'histoire du monde, comme d'ailleurs Tim Brooke l'avait montré. Et que le Portugal, au fond, le Finistère de l'Eurasie, le bout du bout, il y a là une sorte d'étrangeté qu'on avait aussi tenté de défataliser dans l'histoire du monde au XVe siècle, que ça soit effectivement ce Finistère européen qui englobe le monde à l'extrême fin du XVe siècle. Et lorsque les Portugais font l'histoire de leur culture nationale, dans ce livre, effectivement, qu'on a vu paraître de manière, Pierre a raison de le dire, réjouie, parce que l'expérience continue, il montre comment, par exemple, la morue devient le plat national portugais, alors qu'il est quand même, la morue est quand même pêchée dans les mers du Nord, très loin de Porto, et qu'inversement, le Porto devient la grande boisson des Anglais. Donc, du fait, même si là encore, cette histoire, qui est une histoire matérielle, concrète, et puis aussi divertissante, parce que c'est ce qu'on a voulu faire, elle montre par le plus élémentaire, ce qu'on a sur la table de la morue et du Porto, comment cette histoire est nécessairement plus grande que le territoire qui s'identifie à elle. Vous avez tous les deux récemment accompagné la traduction aux États-Unis de l'histoire mondiale de la France. Comment elle a été reçue? C'est quoi les questions qui vous ont été posées? Alors, donc la réception, moi, que j'ai pu observer, disons, c'est peut-être pas la même que celle de Patrick, parce que je suis passé aux États-Unis juste avant la sortie officielle, et j'ai pu discuter avec précisément la communauté des historiens spécialistes de la France aux États-Unis. Et c'est une communauté très importante, puisqu'ils sont plus nombreux, au total, que les historiens français de France. Bon. Alors je ne les ai pas tous rencontrés, mais il se trouve que je participais à un congrès qui est précisément le congrès de l'histoire des historiens français des États-Unis, des historiens de la France aux États-Unis, pardonnez-moi, et j'y ai présenté entre autres l'histoire mondiale de la France. Donc c'était un public qui était plutôt conquis par avance, puisqu'ils avaient suivi l'ensemble des débats intellectuels, épistémologiques, la polémique aussi.
avec certains publicistes d'extrême droite en France. Donc pour eux, c'est à la fois un objet d'histoire du temps présent aussi, hein, de débat dans les classes, à l'université, cet objet histoire mondiale de la France. Et puis il y a eu aussi un certain nombre de remarques, alors qui nous ont totalement déstabilisés. La première étant, la principale, concernant le casting. Alors non pas le casting des dates, mais le casting des auteurs. Il se trouve que nous avons recruté large, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'orientation évidemment politique qui structurerait la sélection des auteurs. Nous avons pris, comme l'a dit Patrick Boucheron, nous avons sélectionné, proposé à l'ensemble de nos collègues spécialistes de toutes ces questions. Parmi les meilleurs spécialistes français et francophones. Et il se trouve que parmi ce casting à l'origine de 122 historiennes et historiens, eh bien, ce qui a frappé un certain nombre de collègues états-uniens, eh bien, c'est la quasi-absence, nous ont-ils dit, de diversité. De diversité, c'est-à-dire, alors eux ils sont beaucoup plus crus, ils disent où sont les chercheurs noirs, où sont les chercheurs maghrébins, où sont les chercheurs antillais. Alors, il y en a évidemment quelques-uns dans notre histoire, mais ils considéraient qu'il n'y en avait pas assez, pas suffisamment. Pour eux, c'est un réflexe, hein, c'est-à-dire qu'ils doivent représenter une partie très conséquente du casting, et c'est comme cela qu'ils conçoivent leurs ouvrages collectifs. Bon. Et alors, on a beaucoup discuté au sein de l'équipe, avec les éditeurs, Patrick Boucheron, naturellement. Et puis on s'est dit qu'en fait, assez naturellement, ce casting, il révélait tout simplement le paysage historiographique français. C'est que s'il n'y a pas autant d'historiens d'origine maghrébine ou d'origine d'Afrique subsaharienne que cela dans ce casting, c'est tout simplement qu'il n'y en a pas, ou très peu, en poste dans les universités françaises. Donc ensuite, la seconde étape, évidemment, c'est de faire en sorte que cela change et que ça pourrait participer, on pourrait y contribuer en favorisant l'émergence, notamment en sollicitant davantage ses collègues, notamment des collègues des universités, par exemple de l'université des Antilles, par exemple, c'est ce qu'on a essayé aussi de faire. Mais c'est vrai que ça a été, si vous voulez, une des critiques les plus intéressantes pour nous, parce qu'elle questionne, elle interroge directement le champ historiographique français, plus que l'histoire mondiale de la France, qui n'est qu'un reflet d'un état des lieux de ce paysage. Et puis, moi, on pourrait même aller plus loin, puisqu'on est là pour mettre en examen ce livre, et pas nécessairement sans glorifier. On en est, très honnêtement, les premiers, les coordinateurs, les premiers et pas les derniers. On ne cherche pas non plus à monopoliser l'autocritique, mais les premiers discutants. D'ailleurs, au fond, on a fait une seconde édition augmentée en rajoutant les dates et essentiellement en répondant aux reproches qu'on ne nous faisait pas, mais que nous faisions. Parce qu'on avait oublié ou négligé, et pas nécessairement là où les plus bruyants ou les plus véhéments nous disaient qu'on avait négligé ou oublié. Mais par exemple, là encore, je suis assez fier, au fond, de dire en toute simplicité que ce livre aujourd'hui est, du point de vue du genre, écrit avec 30% de femmes, on va dire, un peu plus. C'est-à-dire que dans le paysage des grandes disons, entreprises éditoriales collectives françaises, c'est le taux le plus important de féminisation, mais on nous a reproché qu'il était trop bas. Il correspond en gros, effectivement, comme le dit Pierre, au pourcentage des femmes dans l'enseignement supérieur, mais ce n'est pas suffisant et je ne m'en satisfais pas. Et surtout, il affiche 5 noms masculins sur la couverture. Et voilà, et ça, on ne le referait plus. Aujourd'hui, non seulement c'est un livre avant MeToo. Voilà, c'est plus possible, et c'est très bien que ça soit plus possible. Voilà. Et d'ailleurs, pour ce qui m'intéresse en tant qu'éditeur au Seuil, on ne le referait plus. Je comprends très bien pourquoi on l'a fait, je peux le justifier, mais j'en suis pas fier. Voilà, c'est pas de la repentance, mais simplement je dis que beaucoup de choses ont changé entre 2015 et 2019, et c'est très bien, et que d'une certaine manière, ce livre a aussi subi les attaques
de ce côté-là, et que moi, je trouve ça très bien. C'est normal qu'on attaque plus violemment ceux qui, quand même, malgré tout, font des efforts. Et donc, on ne cherche pas à dire, bah oui, mais comptez les femmes dans telle ou telle grande entreprise éditoriale. C'est pas comme ça que je me défendrais. Je dirais que, oui, bien sûr, à partir du moment où on adopte, enfin, je veux dire, à ce niveau-là de notoriété et de responsabilité, il est normal qu'on nous fasse des reproches. Et ces reproches, d'une certaine manière, ils sont à la hauteur de ce qu'on espère bouger. Voilà. Donc c'est précisément parce que ça a un peu bougé que beaucoup de gens pensent que ça n'a pas assez bougé. Voilà. Et de ce point de vue-là, si on se fait critiquer sur ce thème-là, eh ben, je considère qu'on a fait notre travail et que le travail continuera, y compris contre nous. Et d'un mot, Patrick Boucheron, avant qu'on fasse passer des micros à la fois sur la coursive et sous la toile, vous, votre sentiment de réception aux États-Unis, vous êtes arrivé une fois que le livre a été publié? Et après que Notre-Dame est brûlée. Et d'une certaine manière, c'était encore, je ne dis pas que les événements nous favorisaient, mais entre le voyage en Chine pendant la crise des Gilets jaunes, où on voyait quand même, sincèrement, il faut imaginer ce que c'était. C'est-à-dire que moi, j'ai été à un moment dans un hôtel lorsque le président de la République a fait sa déclaration, et il y a eu en Chine, breaking news, et tous les Chinois qui étaient dans cet hôtel au petit déjeuner, avec le décalage horaire, se sont arrêtés et ont été vers l'écran pour écouter ce que le président de la République française disait d'une crise sur des ronds-points en France, alors qu'ils étaient en Chine. Et donc, au fond, ils auraient eu normalement bien des raisons légitimes de considérer ça comme anecdotique et périphérique. Pourquoi ? Peut-être parce que, justement, Quentin de Lermoz l'a expliqué hier, parce que, malgré tout, et particulièrement en Chine, mais pas seulement en Chine, la Révolution se dit en français. Et donc, d'une certaine manière, l'histoire de France est aussi par délégation ou par procuration, d'une certaine manière, le lieu, le foyer encore incandescent de l'espérance révolutionnaire. Il n'y a qu'en France que la Révolution française soit un épisode de l'histoire nationale. Partout ailleurs, c'est un épisode de l'histoire générale. Et dans la plupart des pays, on fait l'histoire de son pays jusqu'à la Révolution française, qu'on considère comme une histoire générale, une histoire universelle. Et c'est cette universalisation de l'histoire que, d'une certaine manière, on nous ramenait, on nous renvoyait. Et ça, cette capacité extravagante de la France à se considérer comme englobant le monde, c'est ce mystère-là, pour parler comme Michelet, qu'on a voulu percer. Et le fait de ce que l'émotion patrimoniale de l'incendie de Notre-Dame eh bien, dépasse largement les frontières, mais soit aussi ressentie aux États-Unis et ailleurs, mais particulièrement d'ailleurs aux États-Unis, montrait que au fond, cet idéal universaliste de la France, et en fait là en l'occurrence de Paris, eh bien, ne datait pas seulement de l'âge des révolutions, mais pouvait effectivement participer d'une histoire plus générale dont on est aujourd'hui comptable. Voilà, c'est-à-dire que cette identification, elle peut sembler extravagante, scandaleuse. Il m'arrive de la trouver scandaleuse, choquante. Nous sommes historiennes et historiens de métier et nous n'avons pas à juger, mais à décrire et décrire la manière dont effectivement, non seulement pour des Français rétrogrades, mais aussi pour beaucoup de gens dans le monde, la France
n'est pas une nation parmi les nations, c'est aussi notre travail d'historienne et d'historien. Merci à vous. Il y a des jeunes gens avec des micros. Alors moi, j'ai pas une très bonne visibilité, donc n'hésitez pas à vous manifester, lever la main pour poser quelques questions. Il y a au bout là de la coursive. Merci. Donc voilà, je voulais remercier justement les organisateurs qui chaque année font les ateliers de la pensée. Voilà, j'ai une question. C'est par rapport à hier et aujourd'hui. Donc, les historiens existent bien avant la naissance de Jésus-Christ. Et je voulais savoir aussi, par rapport à la période dont on a parlé hier, quel était justement, comment ils faisaient leur travail. Est-ce qu'ils avaient des biais? Et surtout, quelle était un peu leur bataille pour essayer de rendre une histoire juste, quand on sait qu'à cette période-là, dans le 19e siècle, il y avait beaucoup de manipulation de l'État pour éduquer les enfants à avoir justement une certaine idée de l'histoire, que ce soit de la France ou des autres pays. Voilà. 19e, c'est toi. Non, c'est toi. L'histoire antique. Non, histoire du 19e. D'accord. Pierre Saint-Vélo qui a fait une histoire du monde au 19e siècle, publiée alors, chez Fayard, à la librairie juste après. Merci, monsieur, pour cette question. Alors, en effet, l'histoire comme discipline dite scientifique, eh bien, s'institutionnalise au XIXe siècle, un peu partout dans le monde. D'abord, disons, en Europe, dans les universités. Et elle prend la forme, en France, par exemple, d'une véritable science de la nation. Donc, il s'agit... avec cette discipline auxiliaire qu'est la géographie, eh bien, d'insuffler aux petits Français ce sentiment d'appartenance nationale, cet amour pour la patrie. Donc il y a évidemment cette fonction politique très importante et qui explique au fond cette vision de l'histoire de France qui est très récente, qui est une vision stato-nationale, c'est-à-dire d'enfermer l'histoire de ce territoire qu'on dénomme la France dans un cadre stato-national. Ça date précisément des années 1870-1880, avec la réinvention des grandes figures, Vercingétorix, Duguay-Clin, etc. À ce moment-là. Et il se trouve que parallèlement, eh bien, je le disais, l'histoire est une discipline historique, c'est-à-dire qui promeut aussi des outils critiques, qui permettent de faire de l'histoire une science, qui possède sa propre réflexivité, sa propre autonomie par rapport au pouvoir politique, et donc qui propose une vision critique sur le monde, à cette époque également, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle. C'est pourquoi on ne peut pas réduire l'histoire de cette période à la promotion d'un projet idéologique, mais il y a véritablement déjà cette diversité, ce foisonnement de savoir sur le passé dès le XIXe siècle et auparavant en réalité. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien. Bon. D'autres questions? Merci. Vous, merci. Il y a monsieur là sur les gradins, il me semble, tout au bout. Excusez-moi, l'arme me cache une partie, donc n'hésitez pas. Ouais. 36 mètres, quoi. Bonjour, je voulais savoir si, les théories de Emmanuel Wallerstein, André Gunderfrank et André Gils de système monde avec centre et périphérie, qui sert parfois à un centre et le centre économique du monde, et parfois c'est la périphérie, etc., etc. Oui, alors je vais essayer de vous répondre, même si je ne vous vois pas. Mais il a fait coucou. D'accord, très bien. Alors ces théories sont extrêmement riches et donc je ne veux pas les simplifier en 2 minutes. Elles s'inscrivent à la fois dans une tradition brodélienne et puis plus largement dans moi ce que j'appelle la théorie très ancienne, antique et médiévale de la translatio imperii, c'est-à-dire une vision du monde, d'ailleurs qui prévaut jusqu'à aujourd'hui, pour répondre aussi à la question que vous disiez. Il y a toute une série de visions du monde en concurrence, évidemment, et c'est ce qui fait que nous vivons dans un système démocratique. C'est pourquoi nous ne souhaitons pas imposer notre propre vision du monde. Ce pluralisme est nécessaire, indispensable. Et donc là, en l'occurrence, cette
cette idée de la translatio imperii, c'est depuis l'Antiquité le fait qu'on considère qu'il existe à chaque époque un foyer de la civilisation qui serait le moteur de l'évolution de l'humanité, depuis la Grèce de Périclès au 5e siècle avant notre ère, puis Rome, puis Byzance, etc., jusqu'à aujourd'hui, en fait, et au siècle, 21e siècle, qui serait sans doute chinois. Donc, déplacement de ce centre historique, de ce centre de l'histoire, dans l'espace et dans le temps. Donc, c'est précisément contre cela que s'est développée l'histoire globale dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire l'idée qu'il n'existe pas un centre, mais évidemment plusieurs centres, et que nous devons nous attacher à restituer cette diversité de points de vue, de perspectives, qui nous permet en fait de contester, de critiquer cette théorie en faisant émerger notamment ce qu'on a appelé un peu rapidement des modernités alternatives, modernités multiples, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on cesse de considérer que le centre est en Grèce, à Byzance, à Rome, à Paris, à Venise, à Amsterdam, et qu'on s'intéresse de la même façon, avec la même intensité, en travaillant sur les sources locales intensivement, on s'aperçoit qu'il a existé à une même époque des formes de modernité alternatives, par exemple pour le 19e, dans l'Empire ottoman, dans l'Empire chinois, en Afrique australe, en Amérique latine, etc., etc. Donc je ne développe pas, mais vous avez peut-être saisi l'idée. Oui, et si je peux me permettre de rajouter un mot à ce qui vient d'être dit par Pierre Singaravellou, ça rejoint un petit peu notre discussion d'hier avec Quentin Deluermo sur les temps forts et les temps faibles de l'histoire. Parce que, évidemment, notre manière de séquencer par date va, par exemple, avec ce dont on parlait au début de notre conversation, l'histoire de la langue française, porter l'attention sur les sermons de Strasbourg, l'édit de Villers-Cotterêts et l'invention de l'Alliance française. Donc ça, c'est les temps forts. Mais il faut effectivement prendre sinon des temps faibles, du moins des dates qui sont des fausses dates, des dates prétextes. Par exemple, on va prendre la mort d'écrivains. On a choisi la mort de Rachid, rabbin de Troyes, ou la mort d'Aimé Césaire en 2008 pour parler dont on parlera demain. Oui, pour parler de la francophonie. Et donc là, on voit que se compose une histoire graduelle, continue, et l'histoire de la langue, par définition, est graduelle et continue, avec ses temps forts et ses temps faibles. Mais ça vaut aussi pour l'espace. C'est-à-dire que puisque nous décidons de ne pas, justement, suivre cette pente de l'histoire orientée qui suivrait les Roms et les nouvelles Roms et qui serait comme le lapin aveuglé par les phares de la voiture, toujours sidéré par le quart d'heure de célébrité warholienne des civilisations, et puis on oublie ensuite la Grèce lorsque, au fond, la puissance est partie ailleurs. On fait une histoire générale, et on reste en France. On fait des histoires dans France, ce qui s'est passé en France, même lorsque la France n'a pas, ou pas encore, ou plus d'histoire mondiale. Et donc, c'est ce qui fait que le livre, au fond, s'épuise à la fin. Après, effectivement, on va dire 83, on trouvera assez peu de dates qui, d'une certaine manière, en France, ont une portée mondiale. Bon. Et donc, l'histoire du monde, ça revient à notre première discussion. L'histoire du monde n'est pas seulement l'histoire des mondialisations, c'est aussi l'histoire des anti-mondialisations, c'est-à-dire l'histoire des replis, des remords, des rétractations, de la capacité des sociétés à produire de la différence avec de la distance, et de l'indifférence avec de la distance, parfois même de l'hostilité avec de la distance, c'est-à-dire, au fond, cette production des différences culturelles, cette production on va dire, sinon des identités, du moins des identifications ou des émotions d'appartenance, eh bien, cela fait partie, effectivement, aussi de notre programme. Merci. Encore une ou deux questions? Oui, madame. Est-ce que vous avez un micro? Ou sinon, je vous prête le mien. Non, regarde, il arrive là. Ouais. Hop. Ne pète pas. Merci. Vous avez parlé de la différence entre décrire et juger. Ma question, elle se situerait peut-être sur les deux plans. La manière dont vous mobilisez la notion d'universalisme qui est beaucoup
débattue aujourd'hui. Voilà, et la manière dont vous la mobilisez dans le livre, et puis aussi la manière dont vous considérez toutes les polémiques qu'il y a autour de cette notion-là aujourd'hui. Tu peux peut-être dire un mot, parce que tu as coordonné vous avez coordonné le moment 1860 sur la mondialisation à la française. Oui. Alors, du point de vue de l'histoire globale, l'histoire mondiale, l'idée est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de cesser de considérer que l'universalisme serait l'apanage de la France, des États-Unis ou de l'Europe, et d'essayer d'aller retrouver dans d'autres traditions intellectuelles et politiques des formes de pensée similaires. C'est ce à quoi s'est appliqué par exemple Han Sheng au Collège de France, qui a retrouvé précisément cette pensée universaliste en Chine depuis longtemps, dans le confucianisme chinois, qui est précisément aujourd'hui réactualisé par la pensée néo-confucianiste, par le pouvoir en place, qui théorise cet universalisme. On voit bien que le président Xi Jinping, ce ne sont pas que des mots, il s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Et ça nous a paru nouveau. Eh bien non, Han Sheng et d'autres chercheurs nous expliquent que ça s'inscrit dans une tradition philosophique et politique chinoise très ancienne, évoquée par Patrick Boucheron il y a quelques minutes, cet empire qui se pensait lui-même à l'échelle du monde, avec l'empire, la Chine elle-même, les colonies chinoises, et puis les États tributaires, et puis certes quelques États barbares dont la France faisait partie, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc ça, c'est de la première réponse, c'est d'universaliser, si je puis dire, l'universalisme, ou de le déseuropéaniser, pour essayer de le penser à l'échelle globale. Oui, et d'ailleurs, dans le livre, cette universalisation, par exemple, on peut la saisir dans l'histoire des musées. Alors, il y a l'histoire des musées naturels, l'histoire des musées d'art, comme Bénédicte Savoie en écrit l'histoire. Et on voit bien, pour répondre, disons, philosophiquement à votre question, comment... même si c'est vrai que la France et l'Europe, d'une manière générale, n'a aucun privilège à faire valoir sur le monde, pas même celui de se croire le centre du monde. C'est-à-dire qu'il y a un sinocentrisme, un indianocentrisme, et d'une certaine manière, l'universel est partout dans le monde, l'universalisation des points de vue particuliers. Bon. Mais ça ne veut pas dire que le pari de l'universel, pour parler comme Gérard Lanclus et les anthropologues, soit nécessairement perdu d'avance. Il faut inventer des formes qui sont des formes non exclusives d'universel, comme la pensée de Souleymane Bachir Diagne, par exemple, qui est ici, qui sera aux ateliers de la pensée à partir d'aujourd'hui, je crois, ou demain, d'aujourd'hui, nous y invite. Et c'est évidemment toute cette ambition ou cette espérance qu'on porte, ou plus précisément à laquelle on tente de se porter à la hauteur de cette ambition et de cette espérance. On a le temps pour une dernière question. Oui, monsieur. Oui, comme l'a souligné Patrick Boucheron en fin de parcours, l'histoire mondiale de la France n'est pas une idée neuve, ça remonte à Michelet et à d'autres encore, et ça a été porté par la Révolution française et ses valeurs universelles. Alors, dernièrement, je regardais un documentaire sur le bicentenaire de la Révolution française, sa célébration, où on peut voir que le passé pour les Français de la Révolution française n'est pas du tout consensuel. Il y a des pour et il y a des contre. Comment est-ce vécu par l'opinion internationale dans cette mondialisation de la pensée française? Est-ce qu'il y a un choix, un tri qui est fait dans la Révolution française? Est-ce qu'il y a une stratégie d'approche de la Révolution et de ses valeurs universelles dans le cadre de cette mondialisation de l'histoire de la France? Alors, bien sûr que la Révolution
précisément parce qu'elle nomme française l'espérance révolutionnaire dans le monde entier, la Révolution est le pli de cette histoire. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons souhaité, dans la composition du livre, qu'il en soit physiquement, matériellement le pli, puisqu'il y a exactement autant de pages, donc de dates avant qu'après 1789. Ce qui nous permet d'ailleurs de surévaluer les périodes anciennes, puisque c'était là où on nous attendait d'une certaine manière. Et le bicentenaire de la Révolution française, auquel vous faites allusion, eh bien, au fond, il colore toute la dernière partie. Et cette dernière partie, qui s'appelle « Aujourd'hui en France », c'est-à-dire un titre neutre, volontairement neutre, un titre qui, d'une certaine manière, est en retrait par rapport à cet extravagant privilège qu'a l'historien de nommer le temps. De dire ceci est le temps de la grande croissance de la nation France, le XIIIe siècle, ou d'une mondialisation à la française, le second XIXe siècle. Là, au fond, on se défait, on dépose prudemment, humblement, ce pouvoir en disant que nous n'avons pas les moyens de désigner le temps qui vient. Et nous pouvons rien dire d'autre, nous défaisons de ce pouvoir que de dire aujourd'hui en France, et aujourd'hui en France depuis 1989, en fait. C'est-à-dire depuis justement ce bicentenaire de la Révolution qui a eu un écho mondial, précisément parce qu'en même temps se déroulaient et à Berlin et à Pékin des événements mondiaux. Donc, bien sûr que cette histoire-là, on l'avait en tête, mais encore une fois, c'était aussi, vous êtes un éminent médiéviste, c'est aussi en la déportant, en la dépaysant dans des périodes anciennes qu'elle pouvait donner au fond toute sa valeur et toute sa puissance. Ne serait-ce que dans ces histoires de langue. Bien sûr que par exemple l'histoire de la langue française, Pierre Saint-Garavelou l'a rappelé, c'est quand même très largement une histoire qui, dans je dirais, sa portée et sa puissance aujourd'hui va de l'abbé Grégoire à effectivement l'histoire de la langue française de Ferdinand Bruno. Voilà, que d'une certaine manière, ce grand siècle, ce grand 19e siècle, en porte les coordonnées essentielles. Mais justement, en essayant de se déporter loin de ce moment qui est celui du siècle de l'histoire, on se pose d'autres questions, comme celle de la lyrique occitane, par exemple. Voilà un des exemples de ces articles qu'on a rajoutés. Dans la seconde édition. On s'est dit, tiens, c'est vrai, on n'a pas parlé des troubadours, on n'a pas parlé de l'international des troubadours, ça veut dire que notre histoire de la langue française dont on parlait, elle était incomplète. Alors on l'a rajouté. Et on l'a rajouté aussi parce qu'entre-temps, il y avait eu la Storia Mondiale dell'Italia qui effectivement rappelait à juste titre, et ça, c'est une chose que les Italiens n'aiment pas qu'on leur rappelle, que l'italien, comme création d'une langue poétique par Dante, c'est, je vais le dire très méchamment, un patois de l'occitan. Voilà. Et que Dante est un poète du Dolcezil Nuovo, c'est-à-dire de la lyrique occitane. C'est sa langue de création poétique, et qui, à partir de là, au fond, crée une langue savante qu'on appelle l'italien. Et donc, au fond, là encore, on voit bien qu'y compris sur des affaires de langue, nous n'avons pas le privilège de l'exclusivisme.